Donc la décision publique en situation de crise est au centre d'enjeux parfois contradictoires qu'on a perçus dans la gestion de la crise sanitaire. D'abord, elle s'impose le plus souvent dans l'urgence, alors qu'elle entraîne des conséquences dans la durée. C'est une première difficulté dont il faut tenir compte. Ensuite, elle repose sur le moins mauvais équilibre entre le respect des droits et libertés individuelles et d'autre part, la recherche de l'intérêt collectif. Et enfin, à la rencontre d'un équilibre acceptable entre l'impératif sanitaire lié à la Covid-19, l'impératif économique et l'impératif social. Alors, je ferai deux remarques sur ces premiers propos. Il y aura toujours des personnes qui s'estimeront lésées et surtout, il apparaît que la décision publique résulte d'une triangulation entre le pouvoir politique, le savoir scientifique et le vouloir citoyen. Alors, le pouvoir politique, outre ce que j'en ai déjà dit en introduction, il doit encore respecter un équilibre supplémentaire entre l'exécutif et le législatif, lequel est lui-même divisé entre deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, qui ne sont pas toujours en accord. Mais aussi un équilibre entre le pouvoir central et les élus locaux sur le terrain. C'est un débat bien connu dans notre pays entre Jacobins et Girondins. Il doit aussi pouvoir légitimer sa décision, en l'occurrence sanitaire. Il a donc besoin d'une expertise scientifique et de son savoir. Donc, je vais parler maintenant du savoir scientifique. Il pourrait être d'un très grand secours, indiscutable même, s'il était unanime. Or, cela n'est généralement pas le cas, ce qui conduit le politique à rechercher des choix les plus assurés possibles, même s'ils seront toujours discutables et critiquables. Pour ce faire, le pouvoir politique a donc tout intérêt à créer ou désigner un interlocuteur scientifique choisi. D'où la création d'un conseil scientifique présidé par le professeur Delfraissy et dont Laetitia nous parlera dans un instant. Ce conseil, je vais quand même en dire quelques mots tel qu'il est perçu, en tout cas par beaucoup. Il possède des avantages certains, car les membres sont choisis en raison de leurs compétences et de leur complémentarité. Mais bien qu'officiellement indépendant, il me semble y avoir trois bémols. Premièrement, les membres sont nommés par le pouvoir politique et par définition, leur indépendance peut donc être mise en doute à tort ou à raison. Mais on sait que les nominations politiques font l'objet toujours dans les médias et dans l'opinion d'interprétations variées. Deuxième bémol, la publication de ces avis est généralement décidée par le politique, qui, après avoir reçu directement l'avis du Conseil, juge du moment le plus opportun. Troisièmement, la difficulté à pouvoir répondre à toutes les questions posées, ce qui n'était d'ailleurs probablement pas prévu au départ, mais qui justifie la création d'autres conseils qui ont parfois étonné, tels que celui présidé par Mme Barré-Sinoussi ou le comité de la stratégie vaccinale maintenant présidé par Alain Fichet et d'autres encore. Cela peut donner une mauvaise impression du fait de la dispersion et de la fragmentation. Et pourtant, des institutions existent dont les statuts leur confient très précisément la mission d'éclairer les responsables politiques. Alors je pense notamment aux académies de médecine, des sciences, de pharmacie et d'autres. Et je voudrais, pour mémoire, concernant l'Académie de médecine, vous citer l'article 110 de la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, lequel article stipule, je cite, « L'Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection du président de la République. Elle a pour mission de répondre à titre non lucratif
aux demandes du gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets et de recherche qui peuvent contribuer au progrès de l'art de guérir. Ces membres sont élus par leur pairs et toutes les fonctions y sont électives. J'arrête ma lecture de l'article 110. Alors l'Académie, bien que jamais officiellement saisie, s'est donc mobilisée car il aurait été absolument incompréhensible que partant de crise sanitaire, l'Académie de médecine demeure muette. Quoique confinée, elle s'est donc mobilisée, arguant de ses atouts propres. Premièrement, son indépendance totale au regard du politique. Aucune nomination, aucun contrôle de sa communication. Deuxième atout, ses 135 membres titulaires et 160 membres correspondants offrent toutes les compétences requises dans tous les domaines. Elle possède même une section vétérinaire et des membres libres, économistes de la santé, sociologues, philosophes. Troisième atout, ils ont tous, ces membres, titulaires ou correspondants, exercé ou exercent encore des responsabilités au niveau le plus élevé et possèdent donc une solide expérience. Les avis des conseils scientifiques et des institutions sont concordants le plus souvent, c'est heureux. Ils peuvent néanmoins diverger, ce qui peut d'ailleurs se comprendre à propos de sujets nouveaux et nécessairement évolutifs. Il est donc clair que le pouvoir politique garde toujours son pouvoir d'appréciation et d'arbitrage entre les informations données par son conseil ou ses conseils désignés par lui et également ce que peuvent dire, recommander d'autres institutions. Et cela est d'autant plus important qu'il conserve son pouvoir d'appréciation et d'arbitrage que l'opinion publique veut aussi se faire entendre. C'est ce que j'appelle le vouloir citoyen. Alors, le vouloir citoyen n'est pas au cœur du sujet aujourd'hui et je n'en dirai pas grand-chose, si ce n'est cependant que ce vouloir n'est jamais unanime, chacun plaidant pour son intérêt propre le plus souvent, voire les hôteliers, les restaurateurs, les artistes, les sportifs et d'autres. Sans compter le rôle des réseaux sociaux répandant les fausses nouvelles, animant le complotisme et avançant les fausses vérités, et j'en passe, avec lesquelles pourtant il faut compter. Et donc, je crois qu'il faut voir dans l'importance du vouloir citoyen la volonté, à mon sens, un peu tardive, d'associer un groupe de citoyens aux discussions stratégiques sur la vaccination et, nous l'espérons à l'Académie, au-delà. Enfin, depuis quelque temps, de plus en plus souvent, la justice est saisie, ce qui crée l'intervention d'un quatrième acteur que j'appelle le valoir judiciaire. Pourquoi valoir judiciaire? Car la justice doit répondre à la question « Que vaut la plainte formulée ?» Ce valoir judiciaire vient, à mon sens, troubler davantage la décision publique. Ce n'est pas non plus le sujet d'aujourd'hui, quoique l'intrusion de la justice dans le rapport entre les élus et les citoyens vient perturber l'équilibre établi fondé sur l'indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Jusqu'il y a peu, en dehors de faits délictueux qui relèvent naturellement de la justice, le politique défaillant dans ses décisions politiques était sanctionné par les citoyens lors des élections. J'insiste sur ce point, car si la décision politique est fondée sur un savoir scientifique qui s'avère nécessaire, mais parfois erroné, qui est responsable? Le décideur politique ou le conseiller scientifique? Je pense par exemple à l'usage des masques, au port des masques, dont l'usage était au début de la pandémie jugé totalement inutile par l'Organisation mondiale de la santé. C'est sur cet avis autorisé
que le gouvernement s'est appuyé à tort. On ne peut s'éviter de penser que cela l'arrangeait par un temps de pénurie de masques, et qu'en tout état de cause, la transparence n'a pas été respectée, qu'on n'a pas dit toute la vérité aux citoyens. Mais pour terminer cette première intervention, je voudrais citer un exemple sans doute moins polémique que l'exemple des masques, à savoir, après la plainte de groupes de citoyens, l'intervention directe de l'Union européenne du 2 décembre 2020 pour presser Paris d'exécuter l'arrêt de la justice européenne du 24 octobre 2019, demandant à la France de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour respecter son obligation de protection des citoyens contre la mauvaise qualité de l'air au regard de la santé humaine. Dans cet exemple, vous en conviendrez avec moi, il y a des données scientifiques qui font le rapport entre la mauvaise qualité de l'air et les problèmes sanitaires. 2, il y a une décision politique de s'engager pour agir et améliorer la situation. 3, il y a une insatisfaction des citoyens, pas de tous d'ailleurs, car si on prenait toutes les mesures nécessaires et très rapidement, ce seraient les conducteurs de voitures particulières qui se rendent à leur travail qui seraient insatisfaits. Donc de toute façon, on a une insatisfaction des citoyens. Et quatrièmement, une intervention de la justice. Ce qui fait, vous le voyez, qu'on est parti d'une triangulation et qu'à mon avis, nous ne sommes plus très loin de la quadrature du cercle. Je vous remercie. Je vous remercie de cette première intervention qui suscitera très certainement des réactions. Bon, je ne sais pas s'il y a des personnes qui dès ce stade, souhaitent poser des questions. Je vais les initier en réagissant sur le dernier volet de votre intervention, avec le problème de ce que vous appelez le vouloir citoyen. Et puis avec la question de la place de la justice, et naturellement ma formation de juriste spécialisé au droit public m'amène à avoir un point de vue qui va être assez différent du vôtre, mais je pense que ça participe de la richesse du débat. Alors sur la question du vouloir citoyen, j'entends que vous faites entrer dans cette expression à la fois des revendications catégorielles. Les restaurateurs ne peuvent plus travailler, ils sont mécontents. Les discothèques ne peuvent plus ouvrir, les propriétaires de discothèques sont mécontents, etc. Alors naturellement, on comprend bien qu'il est impossible de prendre une décision politique en intégrant tous les mécontentements, et que surtout le mécontentement n'est pas un axe de gouvernement. Dans le même temps, je pense qu'au regard des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles nous vivons actuellement, et au regard des contraintes qui pèsent sur chacun d'entre nous, dont je ne remets pas en cause la légitimité de manière générale, hein, mais je pense qu'on peut comprendre aussi que selon les catégories professionnelles auxquelles on appartient, le poids, la charge de ces mesures pèse plus sur certains que sur d'autres. En tout cas, qu'elle peut se manifester d'une manière plus invasive sur certains que sur d'autres. Donc ça, je pense qu'il faut que nous l'ayons à l'esprit. Le deuxième phénomène à travers le vouloir citoyen, c'est la problématique, c'est l'interrogation autour de la pertinence d'une consultation citoyenne et d'un avis des citoyens au moment où l'expertise s'élabore pour prendre la décision politique. Alors, je pense que Laetitia aura un avis sur le sujet qu'elle exprimera tout à l'heure, mais il me semble quand même que cette participation, cette implication des citoyens et d'un point de vue tout simplement logique assez nécessaire, ça relève du phénomène d'appropriation. Et puis, ça relève également de la manière dont la démocratie sanitaire a été pensée en France, me semble-t-il. Donc,
j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça, parce que ça me semble, ces deux éléments me semblent de nature à équilibrer votre propos de manière un peu plus favorable aux citoyens. Mon propos est tout à fait favorable aux citoyens. J'ai même dit que nous pensions qu'il avait été formé trop tardivement, ce groupe de citoyens. Et dans plusieurs interventions à l'Académie de médecine, nous avions souhaité qu'il y ait une task force qui soit créée avec les médecins généralistes d'un côté et les citoyens de l'autre, parce qu'ils ont des choses à dire, les uns plus spécialisés, médecins, et les autres citoyens. Et cela d'autant plus qu'en médecine, il y a eu des réticences au début, mais nous nous réjouissons et nous constatons l'amélioration du fonctionnement des institutions médicales depuis que les citoyens, avec leurs associations, sont intégrés dans les conseils d'administration, dans les conseils d'orientation. Et je suis le premier à dire que les associations, mais elles sont plus citoyennes, celles-là, elles sont plus catégorielles, comme vous disiez tout à l'heure à propos des professionnels de telle ou telle branche, des associations catégorielles ont fait changer le gouvernement, les élus et au-delà d'avis. Je pense aux associations de lutte contre le sida, je pense également aux associations de lutte contre la myopathie avec le Téléthon, le Généthon. Nous n'en serions pas là au plan de la génétique en France si on n'avait pas eu cette association. Donc, bien entendu qu'ils doivent être associés, mais je pense que ça a été fait pour le climat et là, on a un peu attendu et je dois dire que les choses restent un peu ambiguës de mon point de vue. Je ne veux pas être critique vis-à-vis d'un exécutif qui fait, à mon avis, du mieux qu'il peut. Mais la situation est difficile. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je suis évidemment pour, mais vous tirez au sort une quinzaine de citoyens. Je ne sais pas bien la légitimité du tirage au sort. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le climat, c'est ce qui s'est passé beaucoup, Emmanuel s'en souvient, pour les états généraux de bioéthique, où on avait tiré au sort des gens qui n'avaient jamais entendu parler ni même réalisé ce qu'étaient ces sujets. Donc oui, associer les citoyens, mais selon quels critères, je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé pour l'instant la formule miracle. Donc je ne suis pas en désaccord du tout avec vous sur ce point, et même le vouloir citoyen, vous voyez, je l'ai mis sur le même plan que le pouvoir politique et que le savoir scientifique. Et j'ai vraiment parlé d'une triangulation, et dans un triangle, chacun des angles compte de la même façon. Si j'ai mes souvenirs en géométrie. Alors, merci beaucoup de ces précisions. Alors, je vais me faire l'écho de questions qui sont posées sur le chat. Je ne suis pas sûre qu'on pourra tout traiter, mais donc Dominique Jaume pose deux questions. Est-ce qu'il y a ailleurs qu'en France un désir d'expertise indépendante? Il semble que certains infectiologues ne soient pas tout à fait d'accord avec les experts nommés par le gouvernement. Alors, il me semble qu'il y a deux questions, les comparaisons internationales, mais on en parlera avec Mylène Deschênes, et la question de la diversité des expertises. Les points de vue des scientifiques peuvent être divers. Et il y a une autre question qui porte plus spécialement sur l'Académie de médecine et qui vous intéressera certainement. En quoi l'Académie de médecine ne suffirait-elle pas à conseiller le gouvernement ? Bien, alors, attendez. Je mets mon micro. Sur l'expertise indépendante, je vais faire le plus court possible, mais c'est un sujet gigantesque parce que le rapport entre pouvoir et savoir s'est exercé de tout temps. Alors, je ne vais pas remonter aux calendes grecques ni latines, mais je vais prendre deux, trois exemples. Quand le pouvoir est solide, convaincu et est animé d'une forte volonté, il met le savoir à son service. Je prends deux, trois exemples. C'est l'Union soviétique et le généticien Lysenko. Lysenko a dit que la génétique expliquait très bien qu'après avoir été éduqués par le système soviétique, c'était les meilleurs que ceux qui avaient été éduqués différemment. Donc on était là dans une sorte d'épigénétique préliminaire
mais véritablement, bon, c'est pareil pour la médecine nazie. Elle a subi l'influence et la volonté du pouvoir nazi. C'était la volonté affirmée. Je vais prendre un exemple sortant du politique. Enfin, c'est bien l'Église catholique face à Galilée. Le pouvoir s'est imposé au savoir. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet où quelquefois le pouvoir n'a pas de conviction très précise et se retourne vers les sachants pour en quelque sorte les solliciter. On se souvient, mais n'y voyez pas d'arrière-pensée politique, on se souvient de la réunion des prix Nobel par un président de la République pour solliciter leur avis. On a même parlé à un moment de République des experts, car dès qu'il y avait un problème, on se tournait vers les experts. Je crois qu'on est revenu vers un équilibre un peu plus satisfaisant, mais je pense qu'il est honnête pour un pouvoir politique de reconnaître qu'il ne sait pas tout, notamment dans le domaine de la science. Et donc, il faut qu'il s'appuie sur le domaine scientifique. Mais vous savez, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé et fait des recherches. J'observe qu'en Union soviétique, en Turquie et en Hongrie, alors que les académies de médecine et de sciences sont par nature indépendantes, eh bien désormais il y a un contrôle de l'État sur ces académies. C'est-à-dire qu'elles ne pourront plus s'exprimer comme l'Académie nationale de médecine en France le fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette rivalité, le pouvoir peut, lorsqu'il n'est pas tout à fait assuré, penser que la science constitue une sorte de contre-pouvoir. Et donc, il veut, d'ailleurs, je vous rappelle, en remontant un peu plus loin, qu'en guillotinant Lavoisier, les révolutionnaires ont proclamé que la République n'avait pas besoin de savants. Et parce que naturellement, nous étions dans une volonté de prendre le pouvoir et on craignait que le savoir des experts scientifiques s'élève en contre-pouvoir. Donc, mon avis, c'est qu'on a en France une expertise indépendante et je ne veux pas critiquer le conseil scientifique mis en place par le président de la République parce que je pense que c'est probablement une nécessité et en plus, je ne le dis pas pour faire plaisir à Laetitia, mais il prend, je crois, et il donne de bons conseils et suggère de bonnes décisions. Simplement, c'est vrai, pour en venir à la deuxième question, nous n'avons pas compris pourquoi l'Académie de médecine n'était pas au moins associée, consultée, pour permettre ensuite au gouvernement, à l'exécutif, de se faire une idée. Et il n'aurait eu aucun problème quand les deux avis étaient convergents, et ça lui aurait évité d'arbitrer, quelquefois pour l'un, quelquefois pour l'autre, et ce qui évidemment font des décisions qui ne sont pas indiscutables, puisque des scientifiques n'étaient pas non plus tout à fait de cet avis. Bon, voilà, si j'ai répondu, je pense. Tout à fait. Je vous remercie et personnellement, je suis très sensible à ce que vous venez de dire, à la question de la cohérence de l'expertise et de la mobilisation des forces vives qui sont déjà là. C'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat, mais qui portent spécifiquement sur la question du conseil scientifique, de sa composition, des équilibres en son sein. Donc peut-être qu'il est de bonne méthode de réserver cette réflexion à la fin du webinaire lorsque nous aurons entendu l'intervention de Laetitia. Peut-être peut-on encore admettre une dernière question, une dernière remarque portant sur l'intervention de Jean-François Mattei avant que nous passions à la présentation de Mylène Dechaine. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Moi, j'ai éventuellement une réaction, mais naturellement, la discussion est ouverte et il est tout à fait possible de prendre la parole pour poser des questions. C'est l'esprit même du webinaire. Bon, alors, comme il n'y a pas de réaction, je vais faire une dernière remarque et puis qui accompagnera le propos de Mylène Dechaine. Alors, naturellement, l'intervention de la justice
dans les problématiques qui nous occupent aujourd'hui peut tout à fait sembler choquante, en particulier quand on assume des fonctions politiques extrêmement lourdes dans un contexte extrêmement difficile, comme c'est le cas actuellement. Je rappelle quand même, je pense quand même qu'on doit avoir à l'esprit le rôle de chacun et donc le rôle du politique, qui est de prendre des décisions politiques et d'assumer des décisions politiques qui reposent sur une information incertaine, certes, mais qui doit amener à prendre des décisions dans la transparence et dans une certaine vérité. Donc je pense qu'il faut rappeler ce cadre. Et finalement, il n'y a pas plus à redouter de la justice dans le contexte de la crise sanitaire que dans un autre contexte. Ce que vous évoquiez sur l'incertitude scientifique, sur les doutes qui existent actuellement, le juge l'a d'ores et déjà intégré. Si je reprends le cas des masques, par exemple, au tout début de la crise sanitaire, le maire de Sceaux avait, dans les premiers mois de la crise sanitaire, dans les premières semaines, pris un arrêté qui imposait le port du masque dans la rue, et l'arrêté avait été remis en cause par le juge administratif. Aujourd'hui, le port du masque est imposé dans de nombreux lieux publics et le juge administratif ne s'y oppose pas. Donc il faut quand même avoir à l'esprit que le juge prend en considération les circonstances, l'évolution des connaissances, et qu'il intègre une logique de proportionnalité des mesures par rapport à une information donnée, à une situation donnée. Et puis après, je dirais que naturellement, il n'est jamais agréable pour qui que ce soit de se retrouver avec des procédures judiciaires en cours, mais il faut attendre les décisions de justice, tout simplement. Et les décisions de justice, là encore, elles intégreront l'incertitude scientifique. Elles intègrent l'incertitude scientifique. Lorsqu'il y a une incertitude scientifique, dans la plupart des cas, elle conduit finalement à ne pas condamner, parce que justement, il y a une part d'incertitude. Le juge n'aime pas l'incertitude. Donc, je comprends la préoccupation, mais je pense qu'il faut la replacer à plus long terme avec l'idée qu'il y aura des jurisprudences équilibrées. En tout cas, on peut l'espérer. Non, si vous voulez, sur le plan sanitaire, si vous me permettez de vous répondre en 3 mots, parce que le temps passe et je ne veux pas accaparer la parole. Sur le plan sanitaire, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les plaintes soient correctement instruites, tenant compte de l'incertitude. Mais enfin, on ne peut pas non plus dire avant ce que sera la décision judiciaire. Mais là où je suis choqué, c'est sur le problème de la pollution atmosphérique. Tout le monde sait qu'il faut prendre des mesures, tout le monde sait que ça coûte extrêmement cher, tout le monde sait que ça va provoquer des désordres sociaux dans le domaine des déplacements notamment et probablement économiques aussi, et que la Cour de justice européenne se mêle de dire à la France « vous êtes priés de prendre toutes les dispositions pour que », je trouve que c'est une intrusion de la justice dans un domaine qui, en principe, ne la concerne pas. Elle n'a pas à dicter la politique de la France. Je pense que ça me choque. Je pense que on verra, mais là, c'est un jugement rendu. Et non seulement c'est un jugement rendu, mais que la France n'a pas pu appliquer correctement pour cause notamment de Covid. Et au mois d'octobre, au mois de décembre, elle se fait rappeler à l'ordre en disant « mais dites, vous êtes priés d'appliquer ce que vous dit la Cour de justice européenne ». Donc là, je pense qu'il y a une rupture dans l'indépendance des 3 pouvoirs, vous le savez aussi bien que moi, exécutif, législatif et judiciaire. Si la justice se met à condamner le politique pour une action politique qu'il ne fait pas ou qu'il fait mal, alors je suis plus sûr qu'il faille des élections.
Alors, nous n'allons pas résoudre cette question aujourd'hui. Il y a simplement une obligation pour l'État français de respecter les engagements qui ont été pris de longue date, les engagements européens. Et la France est mise en cause pour la qualité de l'air, mais elle l'est également pour la qualité de l'eau, hein, avec des engagements qui ont été pris de longue date. Mais je pense que ça dépasse le cadre du webinaire. Alors, je voulais vous remercier pour cette première intervention qui amène déjà de nombreuses discussions. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le cadre français avec un équilibre à trouver entre le pouvoir central et les élus locaux. Donc là, nous nous inscrivons dans un cadre qui est celui de l'État unitaire. Je pense qu'avec la seconde intervenante, donc Mylène Deschênes, nous allons avoir d'autres équilibres à l'esprit, puisque c'est la problématique canadienne qui va être abordée et qui s'inscrit donc dans un cadre institutionnel différent, qui est celui d'un État fédéral, comme nous le savons. Donc, j'invite Mylène Deschênes à prendre la parole.